more about our work and how we have embedded evidence into Nous teaching avons professionals. vu l'importance de travailler et d'améliorer l'éducation. Il faut parler un peu de qui nous sommes. Nous opérons dans le système d'éducation anglais, ça fait plus de 10 ans. Et notre mission est de faire face à deux brèches, celle qui a à voir avec la pauvreté, et nous essayons de la deuxième brèche qui est l'éducation comme un point important. Nous sommes une entité indépendante, mais nous recevons des fonds du ministère de l'Éducation au Royaume-Uni et aussi avec différents trusts. Et notre vision a trois éléments principaux, qui est la synthèse d'évidence et de prendre ce que nous savons par rapport aux différentes visions comme la métacognition, l'apprentissage collectif, la rétroalimentation, et le faire des résumés aussi pour le professeur. Et notre base de données qui est de très haut niveau nous permet aussi donc de découvrir des brèches par rapport aux évidences. Nous nous rendons compte qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça que nous sommes connectés à un deuxième domaine de développement qui est de générer des nouvelles évidences sur ce qui fonctionne et d'appuyer des projets et de publier des évaluations dans le monde éducatif. Et donc, finalement, et c'est à voir avec le sujet d'aujourd'hui, c'est de transformer ces évidences en des pratiques positives pour les classes. Et nous avons appuyé différents projets, par exemple, le développement de rapports qui permettent de servir de guides, des sujets de développement pédagogique aussi, qui prennent l'apprentissage, l'éducation et qui rendent ces évidences plus présentes et les transformer dans des pratiques positives. Et nous travaillons aussi avec les capacités de système, le travail originel du réseau permet donc d'avoir ces éléments et ces visions plus directes. Et je crois que ça fait maintenant 5 ans que, comme Raphaël a mentionné, nous nous appuyons depuis dans différents domaines, dans le développement d'une plateforme d'évidence pour les professeurs, pour générer des qualités, des évidences de haute qualité, et nous le transformons en pratiques positives. Et ce réseau international d'organisations qui facilite le partage des bonnes pratiques. Lorsque nous parlons de bonnes pratiques dans l'éducation, nous avons ce réseau et à travers les différents contacts, nous pouvons aussi aider le développement de politiques en accord avec ça. Au Royaume-Uni, comme l'apprentissage pour nous, nous savons que nous faisons plus que simplement donner accès à la base de données d'évidence. Si nous voulons voir un changement de pratique dans les salles de classe, nous devons développer les capacités et l'implémentation et la dissémination. Nous le faisons à travers le système et nous avons une vision en deux étapes aussi où nous travaillons ces évidences pour les transformer en une formation pour enseignants. Nous appuyons les réformes au Royaume-Uni et nous avons les appuyé et nous avons un nouveau cadre au Royaume-Uni qui définit les minimums d'attente. Et donc, nous appuyons ceci de deux manières. Notre directeur général fait partie d'un groupe de conseillers pour le développement de ce cadre. Et ensuite, d'une manière indépendante, nous assurons la qualité, la fidélité du programme développé par rapport à l'évidence. Et tout est basé sur une évidence de haute qualité. Et après ce processus de qualité, nous travaillons donc sur le développement et c'est pour ça que nous sommes très contents d'appuyer Souma et l'Université de West Indies qui cherchent à vraiment comment transformer ces évidences qu'ils ont découvertes en nouveaux projets. C'est pour ça que très content d'avoir été invité aujourd'hui. Je suis très content aussi d'écouter la professeure Ornit et Semira sur le développement du projet. Donc, merci beaucoup. Ivana, je te rends la parole.
Merci Amy, merci d'être ici avec nous et l'appui dans tout le processus, dans tout ce travail. Maintenant, nous avons nos personnes plus importantes. La professeure Zamira, c'est la professeure de l'Université de Tel Aviv. Dr. Amit Spector-Levy est une présentatrice des plus importantes en sciences et directeur du centre d'éducation à partie de l'Université de Ben Ali à Tel Aviv. Vous avez donc la parole pour la présentation centrale. Merci beaucoup. Good evening, good morning. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je ne sais pas quelle est l'heure aux Caraïbes. En Israël, il est 18h30, presque 19h le soir. Merci de nous avoir invités. Merci, je suis vraiment très intéressée d'être ici. Au milieu de ceci, j'avais eu le COVID 2 ou 3 semaines, 2 semaines. Alors, ma voix n'est pas aussi bonne qu'elle était. Alors, je vais laisser la parole à Ornit et Ornit va faire la présentation de tout notre diapo. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que Raphaël, dans ses paroles d'ouverture, a fait les questions les plus importantes que je voulais faire aussi. Je ne vais pas les répéter, on n'a pas le temps ni moi la voix pour le faire. Il l'a fait en plus excellemment, alors il ne faudra pas que je le fasse. Je voudrais simplement dire que nous travaillons avec Suma au Chili déjà 2 ou presque 3 ans et nous adorons travailler avec eux à l'excellence, les meilleures des expériences et je ne peux que dire des bons mots sur eux. Alors, merci Raphaël, merci à l'équipe du Chili, merci à Amy de vos paroles. En fait, nous connaissons le système anglais et ce que vous êtes en train de faire en Angleterre et nous sommes très appréciatifs sur cela. Et encore une fois, merci de nous avoir invités. Et je vais donner la parole à Ornith. Mais s'il y a des questions à la fin, j'espère pouvoir les répondre avec Ornith aussi. Merci de nous inviter et merci d'être ici aujourd'hui, ce soir, ce matin, enfin, au moment où vous êtes. Alors, bonjour, merci Ivana, je suis Dr. Spector-Levy et je vais commencer à partager notre présentation sur votre écran pour commencer immédiatement. Merci à tous de nous inviter cet après-midi. Pour nous, c'est un plaisir de vous rencontrer à vous tous, partager notre expérience, nos connaissances avec vous. Nous savons que vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez beaucoup de travailler avec les enfants, et je suis sûre que nous pourrons partager notre connaissance avec vous. Et bien sûr, nous aurons une très bonne discussion après notre présentation. Je voudrais présenter pendant 30 minutes ou un peu plus, un peu moins, mais nous allons essayer de le maintenir à une présentation de 30 minutes. Si bien il y a une grande distance entre nous physiquement, nous devons croiser des continents et des océans pour arriver chez vous, mais au moins la technologie le fait beaucoup plus facile. Et d'un seul clic dans l'ordinateur, on peut immédiatement faire le zoom in, vous rencontrer, vous connaître. Alors, on se sent très près de vous et euh, c'est très bon. Alors, on va fermer cette brèche très rapidement et on va continuer à notre sujet.
Et comme Raphaël l'a dit, quand il nous a présenté, nous reconnaissons le travail de l'EEF, la Fondation d'éducation, et l'analyse aussi importante que l'EEF fait, car c'est vraiment, ça nous montre que nous sommes en bon chemin, que nous sommes dans la bonne direction, que notre étude sur la pensée cognitive et de ce qui est l'apprentissage et l'importance de la rétroalimentation, nous pouvons sentir et nous pouvons voir que ce travail et ce que nous avons trouvé dans nos études est en fait appuyé par tout le travail fait par l'EEF. Et comme je viens de le dire, l'EEF a fait une recherche récente basée sur 2500 études qui comprenaient des dizaines et même centaines de milliers d'étudiants. Et pour vous montrer simplement brièvement, on peut dire que les dernières analyses montrent que la métacognition et la autorégulation est un grand impact et une des stratégies qui peuvent se bénéficier avec un très haut impact à un coût très bas. Et ceci est basé sur une évidence très ample. Ce n'est pas seulement la métacognition et l'autorégulation soit une bonne stratégie pour apprendre et pour enseigner, mais aussi la rétroalimentation. Vous voyez ici un très haut impact à un coût très bas et vous pouvez voir ici dans ces infographiques et aussi les approches d'apprentissage de collaboration. On va discuter cet après-midi ceci dans notre présentation. Alors, ceci est une stratégie très importante qui est la base de notre approche et des modèles que nous avons développés pendant ces années. Nous avons été invités à ce webinaire pour parler des pratiques d'enseignance efficace et les curricula de formation pour professeurs. Et alors, ce que l'on veut faire, c'est les pratiques efficaces pour les professeurs. Ce que l'on veut dire, c'est que la meilleure façon d'enseigner les nouveaux professeurs ou des professeurs qui sont dans leur phase de formation, la meilleure stratégie, c'est faire les modèles. Si on peut leur montrer et on peut les enseigner de la même façon que nous croyons que c'est efficace pour leurs étudiants, ils vont apprendre avec leur propre expérience et ils vont apprendre comment enseigner. Ce que l'on expérimente, ce que l'on sent, ce que l'on essaie, c'est une façon dont on peut vous donner confiance pour enseigner dans vos classes avec cette même façon. Alors, le modèle, c'est permettre aux étudiants de professeurs et aussi à la faculté d'enseignants de leur montrer une technologie innovatrice qui travaille très bien. Et le modèle est aussi aide à mettre en œuvre la pédagogie dans la classe. Et comme le FEF a montré que la métacognition, la collaboration et leur rétroalimentation est une façon très efficace d'enseigner, nous croyons que c'est aussi une stratégie pour enseigner les professeurs pendant leur phase de formation. Alors, ce sont des phases efficaces qui vont permettre d'avoir une pratique d'enseignance qui soit très efficace à l'école.
Nous voudrions aussi relier ce que nous croyons qui est très important, c'est relier les caractéristiques et de la même façon où on fait une relation avec nos étudiants. On doit comprendre que les professeurs sont aussi divers et que chaque professeur est différent de l'autre. C'est bien qu'il n'y a pas de personnes qui soient identiques. Chaque individu est unique et a ses propres caractéristiques et ses compétences. Et alors, nous voudrions relier les professeurs aux étudiants. Nous voulons les prendre comme un apprentissage complet et on va vous expliquer ce que veut dire un apprentissage complet. Et nous pensons aussi que dans une classe de 30 étudiants ou plus, il y a au moins 30 différentes personnalités et 30 préférences d'apprentissage différentes. Et nous devrions nous répondre à cela et adresser les besoins de chacun des étudiants, même si ce sont des adultes et qui seront ceux qui vont enseigner dans la classe de l'avenir. Il faut encore nous lier à ces différentes personnalités et leur façon d'apprendre d'une façon unique pour chacun d'entre eux. Alors, la diversité des étudiants avec la diversité de professeurs sont ensemble et aussi la diversité de la faculté et la diversité des professeurs de faculté. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler et prendre avantage de cette diversité? Alors, on veut nous appuyer sur l'approche d'inclusion, non seulement dans notre classe d'études, mais aussi nos étudiants de professeurs. Et c'est pour ça que nous avons cette approche pour entraîner à former les professeurs de l'avenir. Quelle est donc l'approche MOUFA, qui est l'approche holistique et multifacette et improve? En regardant ce modèle visuel, nous voudrions nous relier l'apprentissage d'une façon c'est un étudiant dans une classe élémentaire ou en secondaire ou à l'université. Tout, tout cela, on peut nous lier avec leur personnalité qui ont des différentes dimensions. La dimension cognitive, la dimension sociale, la dimension émotionnelle et le sensoromoteur. Et il faut penser dans ce qui est de toutes ces dimensions, ces aspects, ces besoins de l'apprenant. Mais l'idée centrale dans le centre de cette approche est improve, c'est-à-dire améliorer, c'est-à-dire développer la pensée métacognitive et la pensée de solution de problème dans ce qui est l'individu, et aussi pouvoir penser sur notre propre processus cognitif, social, émotionnel et sensorimoteur ou multimodal, la compréhension multimodale de l'apprentissage comme apprenant. On peut voir comment spécifier les différentes stratégies qui pourraient nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire les dimensions cognitives, par exemple, à enseigner d'une façon constructive, développer une pensée métacognitive, enseigner du contenu explicite ainsi que des habiletés, utilisant une évaluation formative, reliée à préférence d'apprentissage de l'apprenant, de l'étudiant. Et c'est une façon dont on peut répondre aux besoins cognitifs de l'apprenant. Aussi, par le constructivisme social, l'inclusion dans la classe, le travail
en équipe, vivant et enseignant aux étudiants à pouvoir travailler comme une équipe en façon collaboration. C'est comme ça qu'on peut répondre à la dimension sociale de l'apprenant. Aussi, il faut parler de la réponse culturelle, qui est très importante, une partie de notre approche. En regardant un peu la dimension émotionnelle, on peut donner rétroalimentation positive et corrective. Il faut être empathique, un apprentissage relevant, utiliser de l'humour dans notre apprentissage, dans notre enseignance et dans notre construction et permettant à l'apprenant en leur donnant l'opportunité de choisir leur façon d'apprendre, en leur donnant l'opportunité de comment apprendre un sujet spécifique. Et quand on parle de sensorimoteur, on peut parler d'apprentissage expérientiel utilisant la multimodalité, l'apprentissage hors de classe, beaucoup d'exploration, beaucoup de jeux. Et nous croyons qu'en appliquant toutes ces stratégies, mais bien sûr en quelques unités d'enseignance, avec toute cette stratégie, on peut comprendre les besoins de chaque individu et que chaque apprenant avec leurs propres besoins et les façons dont ils aiment apprendre. Comme j'ai dit, on peut voir la salle de classe et voir la diversité et l'inclusion, et tous sont différents. Chacun d'eux est un apprenant dans sa globalité à travers ses propres besoins. Donc, nous aimerions voir la salle de classe et connecter avec chacun des enfants et de laisser aucun enfant derrière. On ne veut pas d'étudiants qui vraiment ne soient pas respectés ou ne puissent pas atteindre le niveau que nous attendons. Nous ne voulons pas qu'un de nos élèves sente qu'il n'a pas un futur dans notre salle de classe, qu'il ne peut pas atteindre un certain niveau. Et les pierres qui ont été rejetées par les constructeurs deviennent la pierre angulaire. Et nous savons à travers d'expérience, et nous savons que parfois, un élève qui n'a pas été un bon élève en classe durant son apprentissage à l'école, lorsqu'il est devenu plus âgé et a commencé sa propre vie dans son apprentissage de sa propre manière, ont pu devenir vraiment une pierre angulaire. Et donc, nous connectons avec tous les élèves dans les salles de classe. Et comme Raphaël a déjà mentionné, nous nous concentrons principalement dans 4 stratégies principales. Dans le domaine de cognition, nous parlons de la métacognition et l'autorégulation. Pour le social, nous travaillons avec l'apprentissage collaboratif. Dans l'émotionnel, nous travaillons sur la rétroalimentation et la réflexion. Et dans les sensorimoteurs, nous nous concentrons principalement sur la multimodalité. Et j'aimerais donc partager avec vous un de nos résultats de notre étude récente dans lequel nous avons pu avoir avec des classes et voir l'amélioration, l'instruction. C'est dans le contexte de l'éducation de la science. Mais juste pour vous montrer un exemple de nos résultats, et à travers beaucoup d'autres résultats, évidemment, j'aimerais vous montrer ici ce graphique dans lequel, et j'aimerais montrer à travers 3 groupes, à travers les connaissances scientifiques au niveau de compétences avant que ça commence, avant que la recherche. Donc, ce que nous voyons ici, c'est 3 groupes d'étudiants, ceux qui ont des niveaux bas d'apprentissage dans les pré-tests. Et donc, nous avons donc les mauvais élèves de peu de performance, ceux de moyen et ceux de haute performance. Et en noir, ce sont les notes avant
de commencer l'étude et en gris, nous avons après l'intervention. Mais l'intervention seulement dans les groupes expérimentaux, évidemment. Et dans ce cas, nous pouvons voir les notes pour le groupe de contrôle et le groupe intervenu qui ont expérimenté à travers leurs études de sciences. Et vous pouvez voir donc que les groupes expérimentaux ici ont amélioré leurs notes d'une manière significative avec une très haute croissance et ils ont amélioré leurs notes après l'intervention. Et si on compare avec le groupe de contrôle qui ont seulement augmenté un petit peu avec, mais pour ceux de niveau moyen de performance, leurs notes ont baissé et pour ceux de haute atteinte, leurs résultats ont aussi diminué. Mais les groupes intervenus ont amélioré leur niveau, leurs notes à travers les trois. Et lorsque nous étudions, donc nous croyons que l'appui métacognitif et les opportunités que nous fournissons aux élèves pour faire une pratique de métacognition, c'est une des variables ou des interventions. Et donc, quelles sont la métacognition? Qu'est-ce que c'est la métacognition? C'est ce que nous appelons le GPS de la pensée. La métacognition, c'est la capacité de penser de nos propres pensées, donc de faire et comment l'individu peut faire un monitoring et un contrôle et améliorer sa propre pensée. Et la pensée métacognitive a à voir avec deux aspects importants, la connaissance sur la cognition et la régulation de notre propre cognition. Et la connaissance de notre cognition, c'est donc la réponse de quoi? Quelle est la clarité que je dois avoir pour répondre? Quelle est la procédure, donc le comment? Et finalement, quelle est la condition par rapport à la connaissance? Quand et que devrais-je faire lorsque je dois développer une certaine compétence ou connaissance? Et la régulation de nos propres cognitions, ça veut dire comment l'individu planifie et puisse évaluer sa propre pensée et ses propres processus pour pouvoir atteindre une certaine tâche. Et donc, qu'est-ce que c'est cette amélioration? Cette amélioration est donc notre modèle qui a été développé et designé par le professeur Messerer, qui nous permet d'instruire à ceux qui apprennent comment faire face à une certaine tâche. Et ça veut dire donc comment nous enseignons et comment nous apprenons des nouveaux sujets. Et la première étape dans cette amélioration, c'est d'introduire de nouveaux concepts. Et ça nous permet de comprendre quelles sont les questions qu'on peut se poser dans les petits groupes, des questions métacognitives par rapport à un sujet ou sur ce que nous savons et par rapport à ce nouveau sujet. Donc, les questions de métacognition, surtout dans les petits groupes, sont un véhicule pour une meilleure compréhension de ces nouveaux concepts. Ensuite, nous passons à une troisième phase où nous pratiquons en disant des questions de métacognition et aussi SEL qui nous permet, qui sont les apprentissages émotionnels et sociaux, c'est ça, SEL. Et ensuite, nous révisons l'utilisation de ces questions et de SEL. Ensuite, nous obtenons
un niveau master de ces problèmes de tous les jours et les problèmes plus complexes. Et nous fournissons aux étudiants d'avoir une opportunité d'implémenter une pensée de haut ordre. Ensuite, nous avons l'étape suivante pour l'amélioration, c'est la vérification, où nous regardons et nous vérifions avec l'élève pour voir comment ils ont pu atteindre leur but. Est-ce qu'ils l'ont fait d'une manière efficace? Est-ce qu'ils ont eu un produit à haut niveau? Et ensuite, c'est l'étape où le professeur peut décider, en accord avec les résultats de ses étudiants, si le professeur devrait donner une activité d'amélioration, d'enrichissement ou une activité qui puisse l'aider à résoudre et pour qu'il puisse obtenir donc un résultat adéquat. Nous aimerions aussi spécifier les questions que l'étudiant devrait se poser lorsqu'ils font leurs tâches. La première étape, c'est la compréhension. Quel est le problème ou la tâche que nous faisons face? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, d'apprendre, ou de vraiment obtenir dans cette tâche? Le deuxième, c'est la connexion. Comment est-ce que le problème est similaire ou différent de problèmes ou de tâches que j'ai déjà résolues? Nous posons toujours ces questions et leur demandons de raisonner et d'expliquer leurs raisons et leurs choix. Et encore une fois, j'aimerais, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les adultes et pas seulement pour les jeunes. Et quel genre de stratégies sont adéquates et pourquoi? Et aussi leur demander d'expliquer leur raisonnement. Et lorsque le résultat ait un sens, qu'ils ont pu se répondre d'une autre manière. Et donc, comment ce processus de métacognition permet aux professeurs de se rendre compte si leurs stratégies d'enseignement sont adéquates à leurs élèves ou, comme élèves, si la manière qu'ils sont en train de faire des tâches qui font partie de leur curriculum, est-ce qu'ils peuvent atteindre leur tâche d'une manière adéquate ou est-ce que les solutions ou les résultats ont un sens et sont appropriés pendant leurs propres études? Et nous pouvons voir ici qui a été pris le professeur Mirazmeyer. Nous pouvons voir ici une étude où les élèves ont eu un appui de métacognition pendant leur apprentissage. Ils étaient divisés en différents groupes où ils ont eu une intervention qui a amélioré leur apprentissage avec cette vision de improve, donc d'amélioration. Et nous avons donné des tâches qui étaient soit des tâches de routine ou complexes et non familières. Et comme vous pouvez voir ici, les groupes qui ont vu cette vision d'amélioration, de improve, ont pu améliorer vraiment ce qu'ils voulaient atteindre, que ce soit routine ou quelque chose de très complexe ou non familière. Et aussi la note totale. Et ils avaient un plus haut niveau et une plus grande compréhension de leur apprentissage même. Et comme vous pouvez voir ici, et donc cette vision multi-holistique ont permis à cet apprentissage dans toutes les conditions que nous avons donc essayé.
Et ce que les recherches nous montrent, c'est que ces stratégies métacognitives peuvent être enseignées et pratiquées, et en même temps, dans la formation pour enseignants, les instructions métacognitives doivent être inclus dans le contenu du sujet. Et les apprenants doivent s'informer de l'utilisation, et en particulier les enseignants. La métacognition doit faire partie de l'environnement d'apprentissage comme collaboration ou apprentissage coopératif ou un environnement ICT. L'instruction métacognitive est nécessaire pour tous les étudiants dans tous les niveaux de notes et aussi pour les programmes, pour les enseignants, pour atteindre vraiment les niveaux professionnels. Qu'est-ce que nous savons de la collaboration? Faisons une petite pause ici et regardons qu'est-ce qu'on veut dire par collaboration. Et un peu d'humour, comme disons, un peu d'humour est toujours bon pour répondre à des besoins émotionnels. Et donc, utilisons ce clip d'humour. Je vais juste m'arrêter ici pour m'assurer que vous puissiez voir le vidéo d'une bonne qualité. Vous voyez le vidéo? L'union fait la force. So I hope you enjoyed this. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'humour dans ma présentation. Ça nous montre que l'union fait la force et la collaboration peut contribuer énormément pour nos apprentissages. Et nous savons que nous pouvons, le travail en équipe peut contribuer aux besoins parce que ça donne un sens d'appartenance, ça développe un sens aussi de partage et ça augmente les techniques de motivation et augmente l'engagement et ça permet aussi de développer et diminuer les niveaux d'insécurité et augmenter l'apprentissage. Donc, la collaboration est vraiment une très bonne stratégie pour apprendre aussi comme enseignant. Et donc, ce qui est important, c'est l'implémentation de cette collaboration avec des instructions explicites en pratiquant une fois et une autre fois avec les élèves, parce que les professeurs peuvent apprendre beaucoup de cette collaboration avec leurs pairs et leurs collègues. Donc, c'est vraiment très important, cette collaboration. Nous devons travailler donc avec les groupes de composition et donc comment diviser notre classe et aussi les salles de classe dans des groupes. Est-ce que ce devrait être des groupes homogènes ou est-ce que ça devrait être des groupes hétérogènes par connaissance, par niveau de connaissance ou niveau vraiment, comment est-ce que nous devons atteindre ces niveaux de groupe? Quels sont les rôles qui peuvent être pris dans le groupe de collaboration? Qu'est-ce qui est une tâche adéquate qui invite à la collaboration? C'est aussi très important de parler spécifiquement comment planifier toutes les pratiques et le travail conjoint. Nous voudrons aussi mentionner que notre vision multifacétique souligne aussi l'apprentissage social et émotionnel et ça a à voir avec
avec les aspects sociaux et émotionnels se joignent et comment ils peuvent avoir donc les compétences sociales, émotionnelles et les expériences permettent de comprendre et de faire face aux émotions et d'atteindre des buts positifs et de sentir l'empathie envers les autres, établir des relations positives et prendre des décisions positions. Et ces caractéristiques sociales et émotionnelles sont celles qui vont être améliorées, qui vont permettre à leur motivation, pas seulement pour étudier, mais aussi pour être un bon professeur ou un bon enseignant. Nous n'avons pas trop de temps, alors je ne vais pas passer cette vidéo. Je suggère que vous le voyez. C'est une vidéo très intéressante où vous pouvez voir comment le professeur, en fait, met en œuvre les instructions socio-émotionnelles et comment il arrive à écouter les étudiants, leurs voix, leurs idées. Ça, c'est une vidéo que je crois que on devra vous recommander pour la voir, pour la comprendre. Et le dernier aspect que je voudrais parler avec vous, c'est la rétroalimentation positive et corrective. Et Hattie et Timperley ont dit que le renforcement la rétroalimentation est un des mécanismes d'enseignance de plus potents. Alors, la rétroalimentation positive et corrective sont des stratégies très, très importantes. Nous voudrions aussi nous relationner avec des activités de rémédiation. Les activités de rémédiation ne devraient pas ne devrait que augmenter et donner les apprenants d'autres de ce qu'ils n'apprenaient pas avant. C'est qu'il faut apprendre des visuels, des matériaux qui soient basés sur la métacognition. Il peut être mis en œuvre avec des petits groupes avec le professeur, avec un autre étudiant ou individuellement avec le professeur. Et il peut être mis en œuvre dans l'environnement ICT. Donc, les activités de rémédiation sont très importantes. Et en écoutant leurs propres idées et leurs propres pensées et en comprenant et en développant cette compréhension. Et non seulement les activités de rémédiation doivent être données aux étudiants, mais aussi des activités d'enrichissement qui soient déjà sur ce quand ils ont compris les matériaux que l'on veut les enseigner. On devrait les relationner avec l'unité, non avec le suivant sujet, non, mais il faut les maintenir plutôt travailler dans le même sujet dans toute la plateforme. Il doit être basé sur des étapes de métacognition incluses dans les tâches complètes non familiarisées et un nombre de tâches. Elle peut être mise en œuvre soit en petits groupes ou individuellement avec ou sans le professeur. La multimodalité est aussi importante comme dimension, mais qui donne aux étudiants l'opportunité d'apprendre et de comprendre la représentation visuelle et comment est-ce que nous représentons certaines données, certains sujets est très important dans notre travail multimodal, dans notre vie, dans tous les domaines que nous touchons avec notre expérience. Pour conclure,
L'approche multifacétique et complète, holistique, nous croyons que c'est la meilleure façon, ou comment dire, c'est un combat pour l'apprenant et pour l'enseignant en formation, pour se rendre compte de comment se relier à toute la différentes dimensions de l'apprenant. Et ceci, c'est comment nous instruisons nos enseignants futurs pour la façon dont on veut qu'ils puissent enseigner dans leur classe, comment les faire développer leur dimension cognitive et leur faire comprendre la dimension sociale, la compétence à pouvoir travailler en équipe pour collaborer. Est-ce que nous leur donnons le modèle pour pouvoir offrir des rétroalimentations positives et correctives? Est-ce que nous leur donnons le modèle de comment faire une intervention avec empathie, avec apprentissage relevant, avec humour et comment pour mettre en œuvre l'apprentissage expérience, la multimodalité? Quel a été l'effet de modèle Improve et MOFA sur les professeurs? D'abord, je voudrais vous dire que tout le monde peut améliorer ses résultats d'apprentissage et la pratique est un des véhicules les plus importants pour apprendre et pour la mise en œuvre future des stratégies d'enseignance. Alors, pratiquer est une des suggérances comment travailler avec les enseignants du futur. Et travailler et apprendre basé sur le MOFA et sur Improve peut aider à refermer la brèche entre succès, achèvement et les opportunités. Et travailler avec MOFA et Improve peut avoir un effet de donner les opportunités aux professeurs d'augmenter leur répertoire d'enseignants en leur donnant l'idée de une façon riche et diverse. Ça peut améliorer le développement professionnel et ça peut donner aux professeurs l'opportunité de joindre un statut international pour leur éducation ainsi que ce qui est la métacognitivité et la collaboration et le travail. Alors, nous vous invitons à réfléchir. Qu'est-ce que vous avez appris maintenant? Comment est-ce que vous l'avez appris? Qu'est-ce que je vais prendre pour ma propre classe, mon propre travail, ma propre interaction entre professeurs et étudiants? Et qu'est-ce que vous sentez sur notre présentation? Et nous voulions vous remercier d'écouter cette présentation et nous espérons que vous avez écouté avec la traduction qui a été dans le pas parfait et que nous avons été très clairs sur nos approches et nos idées. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, excellente présentation. Tout le monde est tellement intéressé à ceci. Tout le monde me met ici, ils veulent savoir que si on va partager le PowerPoint. Et oui, bien sûr, nous voulons vous remercier. Samira aussi, désolément, nous n'avons plus de temps. Alors, nous n'avons pas de temps pour les questions. Mais ceci, c'est simplement le premier webinaire d'une série de webinaires que nous planifions à faire sur ce sujet pour pouvoir nous rejoindre, nous réunir encore à l'avenir. Et je voudrais à ce sujet donner la
parole au doyen de ceci. C'est un plaisir. Je voudrais remercier et de faire un excellent travail. Je voudrais commencer mais pour souvenir où est-ce qu'on est. Aux Caraïbes, nous sommes dans les Caraïbes anglais, nous étions colonisés par les Anglais et ceci nous affecte l'éducation. Et même les professeurs dans leurs programmes approches. Et nous sommes un peu... Et donc, nous avons continué avec les anciennes pratiques et nous n'avons pas vraiment pu pouvoir faire face à ça. Et donc, c'est vraiment un moment, un exercice qui vient à un bon moment parce que, grâce aux mauvaises expériences, parfois, on regarde seulement le côté mauvais mais il faut apprendre justement à faire face à ça. Et le Covid a été un très bon élément dans l'école d'éducation. Nous sommes en train de réviser tous nos programmes et Zoom est venu à nous sauver lorsque nous faisons sur les sujets sociaux. Ce sont les programmes d'éducation initiale et c'est vraiment très important et c'est un très bon outil. Et donc, nous voulons remercier Asuma aussi et EDF et tout l'appui dans la région. Et nous voulons aussi au centre d'éducation de l'université. Je voulais dire juste quelques points. Nous avons écouté cette présentation très puissante et je voulais dire merci beaucoup. Et comme les présentateurs, les présentatrices, je crois que les choses que nous faisons dans l'éducation dépendent de la recherche. Et c'est vraiment un message très puissant que je prends de ce que vous avez dit. Vous avez souligné la rétromédiation, l'apprentissage collaboratif, la métacognition. Et elles sont venues de la recherche et comment est-ce que nous les incorporons dans notre formation d'enseignants et que nous puissions les faire venir. Comment est-ce que nous permettons donc qu'elles fassent partie de notre pratique. Ça, c'est vraiment essentiel. Très souvent, nous voyons des programmes excellents sur le papier, mais comment est-ce que ça se traduit dans une bonne pratique? Est-ce que ça va, nous allons pouvoir vraiment l'utiliser? Et donc, nous voulons nous assurer que cette vision, cette culture est vraiment quelque chose d'essentiel et nous voulons vraiment embrasser tout ce système et nous voulons vraiment changer tout le système éducatif actuel. Ce n'est pas suffisamment d'avoir un programme excellent. Nous devons mettre toutes nos pensées, toutes nos mentalités en ça pour vraiment changer comment nous faisons l'éducation. Et pour moi, ça a à voir avec le genre de collaboration que vous avez mentionné. Et dans la région, nous devons trouver des communautés pour travailler ensemble, mais nous ne pouvons pas regarder uniquement entre nous. Nous devons regarder à travers Suna ou la communauté latino-américaine. Nous devons regarder avec nos collègues en Israël et au Royaume-Uni et en Angleterre. Et nous allons travailler tous ensemble pour faire un changement positif que nous voulons faire. Et donc, je voulais juste dire, remercier à Suma parce qu'ils ont vraiment été très bons pour nous aider. Ils ont été la force qui nous a poussé. Nous sommes un département tout petit avec très peu de ressources et parfois nous ne pourrons pas répondre de la manière la plus adéquate à cause du manque de ressources, mais nous sommes avec vous 100% parce que nous voulons voir ce changement. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour ce webinaire, mais il était vraiment très, très bien. Merci beaucoup, Dr. Warrican. C'est un plaisir de travailler avec vous, en particulier et toute l'équipe de l'Université de West Indies. Et finalement, pour finir ce webinaire, je vais donner la parole à Raoul Chacon de Suma.
Merci beaucoup à tous nos invités d'Israël et le Dr. Wally Khan, Amy de EF et à vous tous qui êtes ici présents. Nous voulons vraiment continuer avec un dialogue et donc nous vous suggérons de nous envoyer vos commentaires, vos pensées, vos questions pour continuer cette conversation. C'est ce que je voulais dire tout d'abord. Nous voulons continuer à travailler aussi dur que nous faisons jusqu'à maintenant et nous voulons répondre avec à ces questions. Et juste quelques mots pour finir ce webinaire qui a été très inspirant. Le webinaire nous a donné l'expérience qui ont bien fonctionné dans le monde entier, même au Chili, comme ça a été mentionné, et différents réseaux d'écoles au Chili qui l'utilisent. Mais vraiment, ce qui est aussi important, c'est que ça souligne beaucoup de questions par rapport et donc nous avons besoin d'un travail et je crois que nous devons penser à et considérer les différentes cultures, sociétés et quelle éducation et quelle est la qualité de l'enseignement au niveau mondial, national et même local, à différents niveaux. Et c'est un peu notre inspiration aussi et ce que nous voulons faire. Et nous espérons apprendre de l'expérience mondiale, mais aussi d'écouter clairement ce qui se passe dans les différentes sociétés, différentes communautés. Donc, merci beaucoup. Continuons ce travail ensemble. Et je suis sûr que ça a été vraiment très bon pour tous les participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raoul. Et merci à tous pour se joindre à nous aujourd'hui. Et si vous pouvez allumer vos caméras pour pouvoir prendre une photo Gopal juste dans une minute. Thank you. And in the meantime, thank you, Raul. Thank you, Joel. Thank you, Ivana. Thank you, Suma, Rafael, and Dornit. Thank you, everybody. We are very pleased to be here, very excited. And if you have questions or comments, we would love to get them. And donc, si vous avez des questions, merci à tous et nous voulons savoir à toute votre alimentation si vous avez des questions. Merci à tous. Merci beaucoup à tous et on se voit dans la prochaine réunion. Bye. 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 Thank you. Au revoir à tous. Bye, everybody. Thank you very much. Thank you. It was great.